Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode de La Petite Histoire. Messieurs, dames, connaissez-vous l'affaire judiciaire Jean Calas? Si vous ne connaissez pas, c'est tant mieux puisque c'est le sujet qui va être abordé dans cet épisode. Laissez-moi vous résumer cette affaire en quelques mots. L'affaire judiciaire Jean Calas est une affaire qui prend lieu entre 1761 et 1765 à Toulouse. C'est une affaire judiciaire qui oppose protestants à catholiques, basée sur le suicide d'un enfant nommé Marc-Antoine Calas, fils de Jean Calas. Jean Calas est un homme marié à une femme du nom de Anne-Rose. Il a deux enfants, Pierre Calas et Marc-Antoine Calas, ainsi qu'une servante, Jeanne Viguer. Jean Calas est un commerçant négociant, et tout se passe très bien pour lui. Il a une vie parfaite. Malheureusement pour lui, sa vie bascule le 13 octobre 1761. Jean Calas, après un dîner de famille assez agité, descend à sa boutique vers 22h pour refermer la porte à clé. Et c'est là qu'il va retrouver le corps sans vie de son fils aîné Marc-Antoine, malheureusement pendu. Alors il faut savoir qu'à l'époque, le suicide est extrêmement mal vu par la population en général. Donc les dépouilles des suicidés, elles se faisaient traîner dans la rue face contre terre par un cheval, dans toute la ville, avant d'être jetées aux ordures. Pas d'enterrement, pas de sépulture, que dalle, simplement jetées à la poubelle comme une vulgaire tranche de jambon avarié. Donc Jean Calas, pour éviter de faire subir ce châtiment à la dépouille de son fils, décide de couvrir son suicide en meurtre, mais quelques semaines après sera accusé d'avoir assassiné son fils car il voulait se convertir au catholicisme, et il sera condamné au supplice de la roue. Donc dans cet épisode, on va traiter de deux grands sujets, notamment de la guerre des religions et de l'affaire Jean Calas en elle-même. Et donc on va commencer par vous expliquer ce qu'était la guerre des religions et quelle religion elle opposait exactement. Dans un premier temps, je vais vous expliquer ce que sont le catholicisme et le protestantisme. Alors on va commencer par les protestants. Le protestantisme, ça englobe énormément de mouvements qui sont tous variés, tels que les luthériens, les presbytériens, les réformés, les méthodistes, les évangéliques, et j'en passe et des meilleurs. Bref. Le protestantisme, ça prend racine en 1517, et c'est une confession du christianisme. Pour replacer les choses dans leur contexte, la religion catholique se divise en une seconde branche, le protestantisme, après la réforme catholique, mais le terme de protestant n'arrive qu'en 1529. La réforme catholique, c'est un mouvement de rénovation de l'église catholique, qui naît au XVIe siècle, mais qui ne se développe qu'à partir du XVIIe. En 1529, les adversaires de cette réforme, à savoir les protestants, décident de choisir ce terme de protestantisme pour créer leur propre mouvement. Le protestantisme a été créé parce que les deux créateurs, Jean Calvin et Martin Luther, n'étaient pas d'accord avec certaines idées des catholiques, et le plus gros point de discorde, c'était la querelle des indulgences. Alors la querelle des indulgences, je vais vous expliquer ce que c'est grâce à Wikipédia, notre ami. Les indulgences étaient un système par lequel les fidèles pouvaient donner de l'argent à l'église pour être sauvés de l'enfer. Donc pour faire simple, les deux créateurs du protestantisme, ils n'étaient pas d'accord avec le fait de donner de l'argent à Jésus pour nettoyer et purger leurs péchés, donc ils ont créé une nouvelle religion, enfin une cousine du christianisme, le protestantisme. Si on se penche sur l'étymologie du protestantisme, on va trouver quelque chose d'assez simple, mais qui reste quand même assez intéressant à exploiter. Alors, le protestantisme, ça vient du verbe protester, à savoir exprimer avec certitude ou promettre avec force à quelqu'un que quelque chose est vrai ou quelque chose existe. Et le verbe protester est issu du grec. J'ai essayé de vous résumer en quelques phrases ce qu'était le protestantisme parce qu'en vérité ça englobe un nombre incalculable de mouvements religieux qui sont très difficiles à comprendre et à expliquer, alors j'ai fait au plus simple pour que ce soit assez compréhensible. Et maintenant qu'on a parlé des protestants, on va parler des catholiques. Je sens que ça vous passionne l'histoire de la religion, je le sens très bien. On va plus parler de catholicisme en général parce que la page wiki fait environ 78 pages et j'ai la flemme de faire un gros résumé. Donc je vais simplement dire ce que j'en sais et puis ce sera déjà très bien. Si on en croit la définition de Wikipédia, le catholicisme est la religion des chrétiens reconnaissant l'autorité du pape et des évêques, notamment pour l'établissement de leur doctrine, sa transmission et l'organisation de leur culte. La vie d'un catholique est orchestrée par de nombreux sacrements, c'est-à-dire les baptêmes, confirmations, mariages et j'en passe et des meilleurs. On va enchaîner directement sur l'étymologie du mot catholicisme. Alors catholicisme, ça vient du mot katho, qui vient lui-même du grec katholikos, qui signifie universel. Donc, la religion catholique et le catholicisme plus globalement, si l'on en croit en tout cas l'étymologie, c'est égal à l'église universelle, la religion de l'universalité.
Alors la religion catholique elle est assez complexe et je vais pas profiter davantage parce que c'est pas du tout le thème principal de cet épisode. Mais ce qu'il y a à retenir, c'est que dans l'église catholique, tout le monde n'est pas d'accord, parce qu'elle impose une manière de penser seule et qu'elle ne se base que sur un seul livre, la Bible. Donc l'église se contredit dans son nom, puisqu'elle dit être l'église de l'universalité et pourtant appose une seule manière de penser. Et c'est là l'une des premières sources de conflit entre les différents catholiques. Alors au XVIe siècle, le catholicisme a été inventé pour se différencier du protestantisme, histoire de bien poser les bases en gros, et c'est à partir de ce moment que les catholiques et les protestants entrent en guerre, et on appellera ça la guerre des religions. Donc, juste pour info, la guerre des religions elle a concerné une grande partie de l'Europe, notamment l'Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne et la France, et j'en passe. Cette guerre a quasiment concerné toute l'Europe. La guerre des religions, elle commence dès le XVIe siècle, en 1520 plus précisément, juste après que la réforme catholique ait été prononcée. Juste après ça, il y a une guerre civile qui a éclaté en France, opposant les catholiques et les protestants. Après, entre 1540 et 1550, les deux religions se sont développées chacune de leur côté, tout en s'envoyant des petits cailloux et quelques petites insultes de temps à autre. En soi, c'est des conflits de voisinage pendant 10 ans. Le conflit opposant le catholicisme au protestantisme se politise en 1559, juste après la fin du règne d'Henri II. En 1562, la guerre des religions reprend du service et mène à de nombreuses guerres civiles et massacres. Elle est entrecoupée de périodes de paix jusqu'en 1598, jusqu'à ce que l'édit de Nantes soit signé et approuvé par le roi Henri IV. Cet édit accorde notamment des droits de culte, des droits civils et des droits politiques aux protestants, mais la guerre des religions se prolonge quand même jusqu'au XVIIIe siècle avec d'autres conflits et prend fin définitivement sous le règne de Louis XVI. Alors vous l'aurez compris, la guerre des religions c'est une succession de conflits qui a opposé les catholiques et les protestants sur une très longue période de temps puisqu'on atteint les 2 siècles environ. Voilà, maintenant qu'on a expliqué tout le contexte historique, on va pouvoir se pencher sur cette fameuse affaire Jean Calas. Donc comme vous l'aurez compris, l'affaire Jean Calas elle a réveillé des révoltes et de grosses tensions entre les catholiques et les protestants. Alors il s'avère que la famille Calas, à l'époque, elle était protestante. Et être protestant, c'était interdit par la loi. Et puni de peine de mort dans la plupart des cas. La Renaissance quoi, si c'est pas une merveilleuse époque. Donc comme dit précédemment, Jean Calas était un commerçant, et plus précisément un marchand d'étoffes. Il était protestant mais il ne le faisait pas savoir. C'était quelqu'un d'assez discret dans ses croyances et pour cause, sa religion était punie de peine de mort à l'époque, donc autant ne pas en parler pour éviter que trop de suspicions à son égard. Donc il s'agit d'un homme tout à fait banal, random, marié à une femme, 2 enfants, avec une servante, quelques amis, en soi une vie tout à fait normale à cette époque, et à notre époque aussi d'ailleurs. Et donc, comme expliqué au tout début de l'épisode, la vie de Jean Calas elle va basculer le 13 octobre 1761, lorsqu'il découvre un soir, en descendant fermer sa boutique vers 22h, le corps de son fils aîné, Marc-Antoine, mort étranglé. Donc Jean Calas, il pense qu'il s'est suicidé, et au vu de la corde et des marques de strangulation à son cou, il en conclut que c'est un suicide. Mais comme dit précédemment, le suicide était extrêmement mal vu à l'époque, et les corps des suicidés étaient humiliés en public avant d'être jetés aux ordures. Donc Jean Calas, il préfère ne pas voir la dépouille de son fils subir un tel châtiment, donc il va couvrir son suicide en crime, tant bien que mal. Donc, immédiatement, le voisinage et les enquêteurs, entre guillemets, de l'époque, soupçonnent la famille Calas d'avoir tué leur enfant parce qu'en effet, le fils aîné souhaitait se convertir au catholicisme. Donc la famille est assez suspecte puisqu'elle dénonce un crime, mais elle change de discours après 3 jours d'interrogatoire et raconte la vérité. Ils ont couvert le suicide de leur fils pour lui éviter la traîner sur la claie et voir sa dépouille jetée aux ordures. Donc à la suite de ces 3 jours d'interrogatoire et la révélation de la famille, il y a des grandes rumeurs qui commencent à circuler. Alors, les rumeurs publiques grandissent dans la province toulousaine, accusant le père de la famille Calas d'avoir tué son propre enfant pour qu'il ne se convertisse pas au catholicisme. La justice, quant à elle, qui manque cruellement de preuves pour inculper qui que ce soit du soi-disant meurtre de Marc-Antoine Calas, décide de se reposer sur l'opinion publique et les rumeurs qui circulent dans la ville rose. La justice de l'époque, c'est un autre monde. Et donc, en se basant sur les il paraît, j'ai entendu dire, et qu'en dira-t-on du peuple toulousain, Jean Calas est accusé, à tort obviously, d'avoir assassiné son fils pour l'empêcher de se convertir à une autre religion que la sienne. Ah là là, la justice de l'époque. Il y avait vraiment une paire d'abrutis et d'incompétents à l'époque quand même. Mais bon, les gars, ils croyaient qu'ils pouvaient acheter Jésus pour les libérer de leurs péchés et de leurs mœurs. À partir de là, c'est compliqué de dialoguer avec ce genre de personnes. Enfin bref, donc à la suite de cette accusation,
Jean Calas, sa femme, leur servante et l'un de leurs amis sont jetés en prison en attendant d'être jugés. Étant donné que Jean Calas et sa femme sont protestants, mais pas leur servante ni leur ami, l'accusation sera injuste et les catholiques obtiendront le salut du Seigneur. Les protestants, eux, ils iront se faire foutre, parce que c'est le siècle des Lumières et la Renaissance, donc la justice on se torche le cul avec, vous voyez ? C'est après de longues semaines d'attente que le procès est conclu. Jean Calas est condamné au supplice de la roue le 12 mars 1762. Alors le supplice de la roue, pour ceux qui connaissent pas, je vais vous l'expliquer, c'est une petite merveille de la torture. Il naît à l'Antiquité et le principe est assez simple, on place l'accusé sur une roue que l'on fait tourner jusqu'à ce qu'il meure, après évidemment l'avoir roué de coups et l'avoir écartelé, donc brisé de tous ses membres. Voilà. Alors il faut bien avoir conscience qu'à l'époque, la torture était loin d'être considérée comme quelque chose d'honteux, ou de violent, de répugnant, et j'en passais des plus belles. Ah non, à cette époque, la torture, c'était quelque chose de respectable, c'est un véritable sens de la justice. Les gens se réunissaient pour aller voir des pendaisons, les bûchers, tout ça, c'était une activité commune, tout public, et ça ne choquait basiquement personne. C'était la fête de la musique de l'époque, en gros. C'est ainsi que Jean Calas meurt, accusé à tort, torturé, après avoir perdu son fils aîné et être resté des semaines enfermé en prison. Voltaire, qui lui va apprendre l'histoire de la famille Calas, sera offusqué et choqué d'un tel châtiment, alors qu'il y a si peu de preuves à l'appui. C'est à cette occasion qu'il publiera le traité sur la tolérance en 1763. Bon, alors, si réellement ce sujet vous intéresse et que l'histoire vous a paru captivante, le livre est intéressant et reprend plusieurs exemples d'intolérance sur différentes religions et à différentes époques. Il retrace l'histoire de l'affaire Jean Calas, en incluant plusieurs exemples d'intolérance depuis l'Antiquité et dénonce le manque de professionnalisme de la justice au XVIIIe siècle. C'est grâce à cet écrit que justice va être rendue concernant le meurtre de Jean Calas. La famille va obtenir un entretien à Versailles auprès du roi, Louis XV à l'époque, et après 2 ans d'instruction, le tribunal toulousain est accusé de vice de procédure. L'affaire est alors réouverte et il est décidé d'acquitter tous les accusés de cette affaire. Ainsi, le fils Pierre Calas, qui avait été condamné à l'exil, peut revenir sur le territoire français, et la femme, la servante et l'amie de Calas se voient libérés de leur pénitence. Cette histoire, elle nous prouve à quel point l'humain est autodestructeur et individualiste. Le siècle des Lumières, la Renaissance et toutes les époques qui les ont précédées sont des périodes faites de torture et d'injustice. Des périodes dans lesquelles seuls les plus forts et les plus futés survivent, sans laisser la place aux moins chanceux d'entre nous. L'affaire Jean Calas, elle aurait sans doute jamais eu lieu si la justice avait fait son travail et n'avait pas été manipulée par l'église catholique pour l'obliger à abattre un protestant. Le traité sur la tolérance de Voltaire retrace toutes les formes d'injustice ayant pu avoir lieu entre l'Antiquité et la période de la Renaissance. Il prend les exemples les plus concrets et les plus simples à expliquer pour afficher au monde ce que l'humanité a fait de pire et tenter de les faire aller vers le meilleur.